would like to say to you, hello, Isabelle Simon from Alborg. How are you? Fine, fine, fine. Bien, bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Francis Verrillo, je suis le directeur adjoint de Sciences Po en charge du développement international et des échanges. Et je serai très bref, je suis simplement très heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Paciori, Monsieur Canfin, pour un débat sur les questions, sur les crises que nous vivons, les crises écologiques et le changement climatique. L'un et l'autre ont, je crois, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à échanger. Mais je voudrais très simplement dire à cette occasion à quel point nous sommes heureux et fiers à Sciences Po de pouvoir accueillir ces personnalités, de pouvoir accueillir ce débat et de pouvoir être avec vous et partager nos questionnements et ces problématiques. C'est essentiel, je crois, pour les élèves d'aujourd'hui et pour ceux qui le deviendront demain et pour les responsabilités qui sont déjà les leurs et qui seront encore plus les leurs à l'avenir, d'être au fait, d'avoir réfléchi tout simplement, d'être partie prenante sur ces sujets. Sciences Po a fait pas mal d'efforts, je le disais tout à l'heure, pour être présent, pour être actif dans ce domaine, dans cette réflexion indispensable. Nous l'avons fait au niveau de nos enseignements, vous le savez, que ce soit au niveau du collège de Sciences Po, où plusieurs grands cours essayent d'aborder, d'analyser ce questionnement, ces questions sur le développement durable, sur l'environnement, sur ces crises qui sont celles de notre Terre. Le rôle qu'a joué dans ce développement Laurence Toubiana, qui est responsable de la chaire de développement durable et aussi de l'IDRI à Sciences Po. Ce rôle a été essentiel, je crois, pour faire prendre conscience, au fond, et pour faire entrer dans cette maison une vraie réflexion, mais non seulement une réflexion, mais aussi de faire intervenir et de faire en sorte de faire intervenir des professeurs, des chercheurs, des acteurs de terrain, mais aussi faire en sorte que les élèves soient eux-mêmes en capacité de dialogue et de réflexion et de recherche sur ce sujet. Comme vous le savez, ceci se poursuit aussi au niveau des masters, au niveau doctoral aussi. Au niveau des masters, je pense au master qui a été développé depuis plusieurs années avec Paris 6 et l'école d'affaires internationales. Il y a donc désormais plusieurs masters sur le développement, sur les questions de développement durable et sur les questions d'environnement. Je crois que là aussi se crée dans une capacité pédagogique nouvelle, une vraie réflexion. Comme vous le savez, enfin vous savez mieux que moi, certains d'entre vous ont mené, il n'y a pas si longtemps, un remake en quelque sorte de Copenhague. Et je crois que, encore une fois, l'apport des étudiants, votre réflexion est essentielle pour notre avenir à tous. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Je vous remercie pour ce débat. Je vous remercie pour le fait d'être ici avec nous et de partager à la fois vos idées, vos convictions aussi, je suppose, sur des sujets qui sont essentiels pour nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Vincent Rez, président de Sciences Po Environnement. Juste quelques mots. Monsieur le ministre, Monsieur Paciori, Monsieur le directeur, merci d'abord d'avoir répondu à l'invitation d'une association étudiante et merci à la chaire développement durable de nous avoir soutenus depuis le début pour avoir organisé cette conférence. Merci à tous d'être ici, d'avoir répondu aussi à l'invitation. Je remercie aussi tous les services de Sciences Po qui permettent actuellement que cette conférence soit rediffusée en streaming et diffusée en direct sur Internet. Je remercie aussi tous les membres de Sciences Po Environnement qui aussi depuis le début, de la logistique au programme, ont permis à cette conférence d'avoir lieu. L'association Sciences Po Environnement a deux objectifs, réduire l'impact environnemental de Sciences Po et sensibiliser toute la communauté de Sciences Po aux enjeux environnementaux futurs, mais aussi actuels. J'espère que cet événement va initier un cycle de rencontres exceptionnelles durant les prochains mois
avec des intervenants tout aussi exceptionnels. Et j'espère que cette conférence va produire quelque chose, une très bonne discussion fructueuse. So thank you, Mr. Pachauri. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Gémen, modérateur de cette discussion, expert reconnu dans la géopolitique du climat et des migrations et chercheur à l'IDRI. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup and good afternoon to all and welcome to Sciences Po. For those of you who are not students or faculty members here, we are very privileged today to welcome Dr. Rajendra Pachauri and Minister Pascal Canfin. The topic of the conference today will try and look at the reasons why climate change and ecological crisis at large could also be seen as an opportunity for development. Of course, we do understand that the looming climate change represents a significant threat for humanity and for developing countries in particular. As you all know, developing countries will be hit the first and the most by the impacts of climate change. But beyond, of course, the reality of that threat and of the dangers that are inherent to climate change, we thought that it would be interesting to look at the possible opportunities that might arise as a result of climate change, especially for developing countries. In other words, could this crisis prompt us to change the trajectory and to move us onto another path of a more sustainable development? This is, of course, not an easy question. A lot of the answers will have to do with the choices that we will make with regard to adaptation and development, but also with regard, of course, to the mitigation of greenhouse gas emissions in both developing and developed countries. I will first give the floor to Dr. Pachauri and then to Minister Canfin, and I will basically start by asking them a very basic question. To what extent can climate change be an opportunity for development, especially in developing countries? And how can we balance the threat of climate change with the opportunities that it could represent for development? So, Dr. Pachauri, you've been the chairman of the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, since 2002. You are also director of TERI, the Energy and Resource Institute, a large research organization and think tank in India. And you're also the head of the Climate and Energy Institute at Yale University. And I believe you're an industrial engineer by training, specialized in railways, if I'm not mistaken. So basically, the key question is, to what extent can we see climate change as an opportunity for development? How can also developing countries benefit from the different mechanisms that have been implemented to fight climate change? Well, thank you very much. Let me express my gratitude to Mr. Francis Verillo, to Mr. Vincent Ores, and of course, it's a great privilege to share this podium with His Excellency Minister Pascal Canfin. And thank you, Mr. Moderator. I think any major challenge that human society faces certainly poses some risks, but at the same time, it also contains several opportunities. I think if one looks at climate change and the extent to which human actions have affected the climate of this planet, we also have to accept that this is the result of a path of development which is not sustainable. And therefore, this is really a trigger by which the world can move on a path of development which is sustainable. I'll give you two examples, historically not all that old. If you go back to 1973-74, we had a sudden quadrupling of oil prices globally, and several countries took a number of steps by which they were able to bring about long-term change. If you look at France, France went in a big way for nuclear energy because the objective that came out of that crisis was that we needed energy independence. So rather than rely on imports of fossil fuels, France decided to go in for nuclear energy on a large scale. It also
reformed its transport system. You modernized your railways, you improved the speed. SNCF did a remarkable job, and the entire transport sector. I'm just mentioning two actions, but there were several others that were taken. If you look at what happened in Japan, Japan got rid of all its energy-intensive industries like steel making because they realized steel was very intensive and they would much rather buy steel from other countries which had cheap energy. They improved the efficiency of energy use in every sector of the economy. So, you know, these are two countries, I'm only mentioning two out of a number, that took some long-term steps in order to deal with a crisis that was seen as a short-term crisis. If you look at what the world did with the Montreal Protocol, it became apparent in the 1980s that the depletion of the ozone layer had a number of negative consequences that the world cannot possibly accept. And therefore, we had to bring about a substitution of those substances which were causing this damage to the ozone layer and moved in the direction by which we could somehow give nature time to fill up the depletion that had actually taken place. So I think in the same way, and particularly if we were to mobilize the resources, the initiative, and the originality of young people, we can bring about major change in the way human activities are carried out. And not that we would have to suffer any negative consequences in bringing about change in the right direction. You know, the two examples I gave you really carried no cost. It didn't require any substantial reduction in welfare on our part. It didn't require our giving up some of the good things in life that we had become accustomed to. But it took some initiative, it took technology, it took behavioral change, it required some decisions to be taken. And I believe in the case of climate change, we have a similar opportunity. There are several activities that human society has pursued where the externalities, the impacts of what we are doing is clearly causing some major negative externalities. And we therefore can bring about a shift towards more efficient use of energy, greater use of renewable sources of energy, and perhaps even altering the structure of the economy. You know, if you look at this building, I'm sure there are various means by which you can cut down on energy use by about maybe 25 to at least 20-25%. And I would submit as a final statement that I'd like to make in this opening section that you young ladies and gentlemen have a unique opportunity to make your campus totally energy efficient. If you take this up as a challenge, then I'm sure you will be setting an example not only for Paris, the rest of the country, but possibly for the rest of the world, because this is a very influential institution and what you do will be noticed worldwide. So I'd like to leave you with this thought, but I really think that climate change and the knowledge that exists on climate change today gives us a unique opportunity which we should not waste. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Pachauri. Je me tourne à présent vers... Je me tourne à présent vers Pascal Canfin. Pascal Canfin, vous êtes depuis mai 2012 le ministre délégué en charge du développement. Vous êtes également responsable des questions climatiques au sein du gouvernement. Et donc, à ce titre, vous allez avoir la charge aussi de piloter tout le processus préparatoire de l'échéance de la conférence de 2015, la 21e conférence des partis qui devrait, en tout cas c'est ce que l'on annonce, qui devrait être décisive. Vous êtes également depuis 2009 membre du Parlement européen. Vous étiez surtout fait remarquer pour des questions liées à une autre crise, la crise financière, notamment en créant l'ONG Finance Watch et en proposant plusieurs propositions de réformes en matière de transparence financière. Et je vais vous poser une question similaire à celle que j'ai posée au Dr Pachauri. En d'autres termes, comment est-ce que les pays du Sud peuvent également modifier ou orienter leur développement d'une façon positive en relation
à la crise climatique? Ou est-ce que tout ça, au fond, n'est que des paroles? Et est-ce que, au fond, il est possible pour eux de transformer la menace que représente le changement climatique également en opportunité d'un développement plus durable? Je précise avant que vous ne commenciez que vous exprimerez en français pour des raisons liées au protocole. Vous comprenez et parlez parfaitement l'anglais, mais vous exprimerez en français dans vos allocutions. Merci. Et pour éviter tout incident diplomatique et politique, je préciserai que les questions climatiques sont co-gérées au sein du gouvernement avec la ministre de l'écologie, du développement durable, et que moi je ne gère que la question non domestique et en dehors de l'Union européenne, ce qui me laisse un certain espace quand même. Merci beaucoup pour votre invitation. Je voulais, puisque c'est vrai que quand on est ministre, on s'adresse finalement trop peu aux jeunes générations. J'estime que je ne suis pas encore complètement passé de l'autre côté, même si le temps passe vite. Et je voudrais revenir à la définition du développement durable qui date de 1972 et que vous connaissez tous, et qui parle des générations futures. Il se trouve que ça commence à faire vieux con, mais moi je suis né en 1974. Donc je considère, et vous d'autant plus, que nous sommes la première génération future post-déclaration de Stockholm, post-1972. Et finalement, quand on lit la déclaration de Stockholm et la définition du développement durable, on voit qu'on a l'impression que la génération future, c'est toujours celle d'après. Et qu'on a le présent et puis il y a la génération future. Non, sincèrement, c'est factuel, la première génération future, c'est nous. Et je crois que ça nous oblige à prendre davantage conscience encore, si cela était nécessaire, de l'urgence d'agir maintenant et de ne pas renvoyer des choix à plus tard. D'autant que les sujets dont on parle sont des sujets qui ont des capacités de mouvement extrêmement faibles. Lorsqu'on parle des impacts de nos modes de production, de nos modes de consommation sur le changement climatique, on parle de quoi? On parle des grandes infrastructures énergétiques, des grandes infrastructures de transport, des grands modèles urbains. Ce sont des choix que l'on fait aujourd'hui qui nous lient pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus. Et donc c'est essentiel de ne jamais se dire qu'il faut renvoyer à demain, mais bien à chacune de nos décisions politiques prendre la responsabilité en pensant à ce que sera l'impact de la décision que nous prenons en 2030, en 2040, en 2050. Et je crois que, puisque vous avez parlé du Sud, moi je suis ministre en charge du développement et des questions climatiques à l'international, ce qui me donne une double entrée pour répondre à cette question. Je dirais que nous sommes face à une nouvelle équation. Cette nouvelle équation, c'est comment on fait vivre 9 milliards d'êtres humains en 2050 dans une planète aux ressources limitées, où tous les signaux sont au mieux à l'orange, au pire au rouge, que l'on prenne le climat, mais on peut prendre les ressources halieutiques, la biodiversité, l'eau, les minerais et d'autres, tout en sachant qu'il y a encore aujourd'hui 2 milliards d'êtres humains, d'hommes et de femmes, qui vivent avec moins de 2 $ par jour, et que les classes moyennes des pays émergents veulent une seule chose, c'est de consommer comme nous le faisons depuis quelques décennies, et je ne vois pas au nom de quoi nous pourrions leur dire non, votre tour est passé, c'était le nôtre, mais vous, ça sera une autre histoire. Donc on est face à cette équation. Cette équation, aujourd'hui, personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse, que l'on soit de gauche ou de droite, que l'on soit écologiste ou pas écologiste, personne n'a la réponse, que l'on soit au nord ou au sud. Et donc je crois que c'est vraiment un défi extraordinaire qui doit être structuré autour de 2 valeurs. La première valeur, c'est l'innovation. La deuxième, c'est le partage. L'innovation, parce que nous ne savons pas comment nous pourrons produire les biens de base de notre économie du milieu du XXIe siècle avec les modes de production actuels. On ne sait pas faire. Si on transpose les courbes, on arrive à des choses qui sont ingérables. Ingérables en termes de déchets, ingérables en termes de consommation énergétique, ingérables en termes de changement climatique. Je rappelle que la Banque mondiale a sorti récemment, avant le sommet, la conférence de Doha, un rapport qui se projetait dans un monde à plus 4 degrés. Je pense que le professeur
Bachouri en parlera tout à l'heure, la cible en termes d'évolution climatique. Mais 4 degrés, c'est un monde qualifié par la Banque mondiale, qui n'est pas une officine décroissanciste radicale, de cataclysmique. Et je ne suis pas sûr que la Banque mondiale et le président de la Banque mondiale, lors de sa conférence de presse, a endossé ce terme. Je ne suis pas sûr qu'il parle de beaucoup de sujets en disant c'est cataclysmique. C'est cataclysmique notamment pour les pays en développement, parce que, comme vous le disiez, ce sont les plus vulnérables. Donc, avant de parler des opportunités, il faut d'abord avoir conscience effectivement de ce qui est devant nous. L'innovation, c'est donc cette invention d'une nouvelle économie. Et le deuxième mot-clé, c'est le partage. C'est le partage parce qu'il faut partager les ressources, partager les technologies et construire ce que nous avons pour l'instant échoué à construire, c'est-à-dire cet esprit de coopération internationale qui permet de franchir ensemble cet obstacle qui est l'obstacle du changement climatique. Et je crois que nous avons, nous, alors Français, un rôle particulier à jouer du fait du choix du président de la République d'accueillir la conférence climat à Paris en 2015, choix qui sera formellement confirmé dans quelques mois, puisqu'il y a une procédure institutionnelle qui suit son cours, mais l'acte politique a été posé. Et il se trouve que nous sommes aujourd'hui les seuls à avoir fait acte de candidature, et ce n'est peut-être pas un hasard, ça dit l'ampleur de la tâche. Et quand j'ai dit ça il y a quelques semaines, quelques mois, au négociateur chinois à Washington en marge d'un sommet, il m'a dit vous voulez Copenhague-sur-Seine. Bon, tout de suite, ça donne envie et ça donne une idée de l'état d'esprit qui peut parfois exister entre les différentes délégations, mais c'était de l'humour, en tout cas c'était de l'humour chinois, je l'ai pris comme tel. Et l'enjeu, c'est donc effectivement d'écrire une nouvelle histoire. Parce que l'histoire écrite, l'histoire des négociations climatiques, à Paris en 2015, on sera à la 21e négociation, année de négociation. C'est d'écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire, elle passe effectivement par un nouvel imaginaire qui repose en partie sur la question des opportunités. Il ne s'agit pas de devenir tout d'un coup BA et de dire c'est quand même incroyable, ça fait 18 ans qu'ils négocient, ils ne se sont pas rendus compte que c'était un super monde d'opportunités. Donc il faut faire attention à ce qu'on raconte, mais il faut quand même écrire quelque chose sur les opportunités, tout simplement parce que jamais dans l'histoire, en tout cas il y a de bien meilleurs historiens que moi dans cette salle, donc je prends une petite précaution, mais à ma connaissance, jamais dans l'histoire l'humanité ne s'est mise d'accord sur un accord du type burden sharing. On va tous se mettre autour de la table, ça va être vachement dur, ça va être l'horreur, ça va coûter super cher, on va vivre moins bien, on va se faire très mal, mais on va le faire de manière coopérative et tous ensemble et on va se répartir le fardeau. Je pense qu'on n'est pas capable de ça. Alors, soit on arrive à faire ça, et c'est une histoire extraordinaire qui s'ouvre, et on arrive à se répartir le fardeau, parce qu'aujourd'hui, cette négociation climatique, elle est uniquement portée comme un fardeau, soit, effectivement, on garde l'idée que c'est bien évidemment un enjeu extrêmement important qui va coûter, c'est problématique, on ne sait pas faire, mais du coup, il y a un monde d'opportunités qui peut s'ouvrir. Et ces opportunités, il faut les construire, et j'en parlerai plus précisément, j'imagine que vous allez nous interroger dans le détail sur comment on peut faire cheminer cette idée. Donc j'y reviendrai dans mes propos ultérieurs. Je dirais qu'au Sud, la perception du fait que le changement climatique et la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas un luxe pour demain, mais bien un socle pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de croître. Dans toutes les réunions que j'ai avec les rencontres avec les responsables politiques ou économiques des pays dits en développement ou des pays émergents, cette question de la vulnérabilité au choc climatique, elle revient vraiment systématiquement. Et je crois que c'est quelque chose qui les pousse à faire de l'agenda climatique un élément au cœur de leur stratégie. Alors ça ne veut pas dire que spontanément tous se tournent vers les modes de production les plus écologiques. Chacun le sait bien, l'avenir du charbon, il s'écrit encore malheureusement fortement au XXIe siècle. Et on sait que si on met toutes les ressources de charbon, qu'on les déploie, qu'on les fait brûler, plus le pétrole, de toute façon, nos 2 degrés, même nos 4 degrés, on peut les oublier, on sera plutôt sur 6 ou sur 8. Je rappelle que la différence entre le monde
mais ça je vais laisser cette histoire de climat technique, je vais le laisser à mon voisin qui connaît ça trop bien pour que je puisse m'aventurer sur ce terrain. On est sur vraiment un changement radical qui doit passer par l'imaginaire de l'opportunité. Alors cet imaginaire, pour moi, il s'appuie sur 3 choses très concrètes. C'est l'intérêt, les valeurs et au final, les normes. Si on fait un peu de théorie basique du changement social, qu'est-ce qui nous fait changer individuellement et collectivement? C'est d'abord les valeurs. Je peux très bien acheter un 4x4, mais il se trouve que j'en ai pas envie. Donc mes valeurs font que je change et j'oriente les modes de production et les modes de consommation. C'est l'intérêt. Je peux faire telle chose, mais ça va me coûter beaucoup plus cher. Donc finalement, je vais regarder et je vais plutôt faire telle autre. Donc je suis évidemment aussi mu par le calcul économique et par l'intérêt, même si chacun sait bien que ça n'est pas que le seul moteur de nos actions. Et le troisième, c'est la norme. C'est j'aimerais bien m'acheter un 4x4, ça va me coûter une blinde, mais je n'ai pas le droit de le faire. Et donc, c'est mes valeurs d'acheter un 4x4, c'est pas mon intérêt, mais c'est pas très grave, mais de toute façon, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, je ne le fais pas. Mais la norme en démocratie, ça doit être le dernier recours. Le premier recours, c'est les valeurs. Deuxième, c'est l'économie de marché. Et troisième, c'est la norme, qui dit vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. Il se trouve que la capacité de production de normes au niveau international est extrêmement faible, extrêmement limitée. Et donc, si on est uniquement sur l'aspect norme, eh bien, on va, c'est ce que je disais tout à l'heure, probablement échouer là où les autres ont échoué. D'où toute l'importance de créer autour des valeurs et autour de l'intérêt des mécanismes qui impliquent des mécanismes de marché, mais qui impliquent aussi beaucoup de politiques publiques sur lesquelles il faut construire une négociation. Et on a 3 ans pour le faire. Et ce sera ma conclusion. Ce sera la conclusion d'une citation empruntée à George Bush, parce qu'on cite trop peu George Bush, notamment en France, qui dit « L'avenir sera meilleur demain », ce à quoi je ne peux lui donner tort. Et donc c'est mon côté bushiste et je le révèle devant vous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. On connaît trop peu la pensée de George Bush, effectivement. Merci. Je suis sensible à ce que vous avez dit sur l'imaginaire de l'opportunité et sur le fait que la lutte contre le changement climatique doit, d'une certaine façon, ne pas être vue seulement comme une contrainte, mais aussi sans doute comme quelque chose de désirable, comme quelque chose auquel on aspire. And now, let me turn to Dr. Pachauri. If I may play the devil's advocate for a moment, isn't it also a little bit some cheap talk? Because we know what we should do, we know how we can do it, but we're not doing it, or at least we're not doing it enough. And the end result is that we are now nearing a 4-degree wall, as we have been warned by the World Bank and by an increasing number of climate scientists. So we talk a lot of green growth, of green economy, of energetic transition, but in a way, isn't it a little bit difficult to tell countries in the South, who will basically take the brunt of the impacts of climate change, that they should also embrace climate change as an opportunity and see it as an opportunity to change? How could they do that while we are not doing nearly enough to prevent a 4-degree world? Yes, it's certainly not an easy proposition, but I think it's important for us to understand all across the globe that business as usual is not going to work. And I think in the developing world, there is this aspiration that we must attain the same levels of consumption and production that you have in the developed countries. And we are continuing on that path because we don't understand the negative impacts of the same levels of consumption and production. I want to give you an anecdote from Gandhi's life, which I'm sorry I always use whenever I have the opportunity. He was asked by a British journalist, don't you want India to reach the same level of prosperity as Britain? And his answer was, it required Britain to use half the resources of this planet to reach its level of prosperity. He said, how many planets would a country like India require? So you see, I think we have to understand
that you cannot have the same levels of consumption and production as were established by the developed countries. And we know better now. You know, this may have been done because I suppose colonialism gave you access to resources all over the world, and you didn't always have to pay compensation for them. But the condition has changed, and the developing countries, particularly the emerging market economies, are in a very different situation. We don't have unlimited resources. We don't have access to all the resources that perhaps were available to the developed countries when they were at the same stage. So I think this is something that people in the developing countries must understand. And I think we have the know-how, we have the technological skills. What we need is values. So I agree entirely with His Excellency the Minister that we are losing our own values. Now here I want to give an example of something that 5 students in this institution are pursuing. My institute has launched a major program called Lighting a Billion Lives, where we have solar lanterns, which we have designed. These are charged by one woman in a village with a solar panel on the roof, and she rents them out at night. We have covered about 2,000 villages in India and several in Africa. And I see the young lady over here with a lantern in front of her. Can you switch it on and show it to everyone? Can you switch it on? Show the light. Oh, it's not charged. All right. What a shame. All right. So anyway, the point I want to make is, and believe me, when it's charged, it does light up. You have to take my word for it. So what I'm saying is it's not necessary for the 1.3 billion people in the world to wait till electricity comes to their homes through wires. We have technology, we have means by which we can give clean, efficient lighting in the homes of those who are not connected today using this kind of a device. And I think we have to do it to convince people that this is possible. So again, let me end by saying something that Gandhi used to say. He said, be the change you want to see in the world. And just as a piece of clarification, I'm glad the minister rightly said that he's not different from the young generation that's present over here. Frankly, I don't regard myself as different from you. Now, that may seem like an outrageous statement, but I still play cricket actively. I've got I have 550 wickets. If you know this terrible colonial game that the British taught us. And you can ask my colleague Noemi, they normally get tired during the course of the day. I don't. I travel all the time. I sleep very little and I work. And that's because I feel like all of you. I think it is for the youth of the world to really take the initiative, and we are all with you. You're making us younger by taking action yourself. Thank you. Thank you. So now we have quotes from George Walker Bush and quotes from Gandhi. If I may say, Gandhi is turning in his grave. How can you put the two? You did. In your statements, you both mentioned the importance of values. And I think that we can all agree about the importance of values in making the change desirable. But yet, for many of the people in the South, what they would like to see in terms of change is basically to be lifted out of poverty. And being lifted out of poverty means an increase of development. It simply means to get richer for them and to consume more goods. Et donc, c'est une question aussi pour le ministre du Développement. Comment est-ce qu'on peut repenser aussi ces rapports Nord-Sud de manière à ce que la voie de développement qui soit empruntée par le Sud, ce ne soit pas juste de ressembler au Nord, ce ne soit pas juste d'atteindre le niveau de développement du Nord. Est-ce qu'il faut développer le Nord dans un certain sens, de manière, est-ce qu'il s'agit de réduire nos émissions dans le Nord pour que le Sud puisse à son tour augmenter ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui voudrait dire qu'on maintient le niveau de gaz à effet de serre relativement stable, ou est-ce qu'au contraire c'est et le Nord et le Sud qui doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre?
la négociation internationale sur le climat aujourd'hui est un peu dans l'impasse et on va évidemment essayer de s'orienter vers autre chose que Copenhague-sur-Seine en 2015. Comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut redéfinir les rapports entre le Nord et le Sud, potentiellement sur les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la justice climatique? Comment est-ce que vous la voyez? Vaste question. Je dirais que d'abord, il faut, là où on est en responsabilité, donner l'exemple. Par exemple, avec l'Agence française de développement, qui est l'opérateur pivot en matière d'aide publique au développement française, nous avons réorienté la doctrine de cette agence, qui est une banque publique, en matière énergétique. C'est une décision que nous avons prise en octobre, qui consiste à ce que maintenant, l'Agence française de développement, lorsqu'elle investit dans le secteur de l'énergie, et elle va prêter jusqu'à 6 milliards d'euros dans les 3 prochaines années aux pays du Sud, elle va prioriser les énergies renouvelables, puis l'efficacité énergétique, puis la décarbonisation, c'est-à-dire très concrètement le gaz à la place du charbon, par exemple. Et n'y voyez aucun élément de comparaison avec la France, bien évidemment. Ça veut dire que nous nous positionnons comme acteurs de la transition énergétique au Sud, et justement dans la tentative de créer un chemin qui est un chemin de développement, mais qui soit soutenable. Et ça, c'est la grande négociation internationale. Vous savez, en 2015, il y a la conférence climatique à Paris, et puis il y a aussi le point de résultat, le point d'arrivée de 2 grandes conférences sur la révision des objectifs du développement, les fameux objectifs du millénaire, et les nouveaux objectifs du développement durable qui sont sortis, sont peut-être le principal acquis de la conférence de Rio+20. Tout ça atterrit en quelque sorte en 2015, ce qui fait qu'il y a en 2015 une forme de New Deal à trouver sur l'ensemble de ces sujets qui articulent développement, lutte contre la pauvreté, développement soutenable et climat. Notre responsabilité, c'est effectivement de mettre l'ensemble de nos outils au service du Sud pour qu'ils soient des leviers dans la transition énergétique, dans l'invention de nouveaux modèles de production que j'évoquais tout à l'heure. Nous l'avons fait pour la France, sur le champ énergétique. Nous sommes en train de le faire sur l'agriculture. Et maintenant, ma bataille, c'est de faire en sorte que ce soit le cas aussi pour la Banque mondiale, que ce soit le cas aussi pour le Fonds européen de développement, c'est-à-dire les 27 milliards d'euros que nous allons donner, en l'occurrence, puisque ce sont des dons, dans les 100 pays les plus pauvres du monde, dans les 7 prochaines années. C'est le résultat de la fameuse négociation du budget européen que vous avez tous suivi avec passion. A sorti 27 milliards d'euros pour le Fed, sachant que c'est un des rares budgets qui croît. Et donc, en tant que ministre du Développement, de manière corporatiste, évidemment, je ne me plains pas. Il y a donc cette dimension de transfert financier. Et dans l'aide publique au développement, c'est 100 milliards d'euros par an tout cumulé. On construit des infrastructures. On construit des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques. On participe à la construction des villes au sud. Et c'est extrêmement important que cet argent-là soit le plus possible utilisé dans une logique climatique concrète. Parce que ça montre que des choix sont possibles. Ça montre que le Nord est là pour accompagner financièrement, soit en dons, soit en prêts à taux préférentiels, des choix d'équipement qui sont des choix d'équipement structurants pour l'avenir et qui sont climatiquement friendly. Par exemple, l'Agence française de développement a comme objectif de faire en sorte que 50% de ses financements aient ce qu'on appelle dans le jargon des co-bénéfices climat. C'est-à-dire qu'il y a un premier bénéfice qui est un bénéfice de développement, c'est normal puisque c'est sa mission, mais quel est un deuxième bénéfice qui est un bénéfice en matière de lutte contre le changement climatique. Sauf qu'aujourd'hui, la France est le seul pays à avoir fixé cet objectif à son agence de développement et donc à sa banque qui transfère des fonds au Sud. Un de mes objectifs, c'est de faire en sorte que cela puisse se répandre et que l'ensemble des agences de développement au Japon, en bilatéral, ou les agences européennes ou les agences multilatérales comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les autres, aient cette doctrine qui fasse que ce soit de l'argent pour le climat. Au-delà de cet aspect financier, qui est déjà de l'argent qui va vers le Sud, mais qui aujourd'hui n'est pas
particulièrement contributif et aidant pour lutter contre le changement climatique. Il y a toute la partie de l'innovation financière. Moi, et ça, c'est un des éléments clés sur lesquels nous allons travailler, et nous allons certainement le faire avec les Britanniques. Alors, pendant 3 ans au Parlement européen, moi, je me suis battu contre une partie d'innovation financière de la finance casino. Et je crois que je ne vais pas changer d'avis, cette finance est allée infiniment trop loin dans la complexité, la sophistication, l'effet de levier qui fait qu'à un moment donné, ça explose. Mais quand je regarde la finance du développement, la finance de l'intérêt général, la finance utile, je vois au contraire, sincèrement, que peut-être un peu d'innovation à faire. Et donc, incorporer toute petite partie des innovations qui ont marqué la finance de marché et rendre utile pour la finance au service du développement, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent avancer et qui peuvent être très concrètement bénéfiques pour mobiliser des flux financiers supplémentaires. Et nous allons travailler cet agenda avec les Britanniques. Pour donner corps aussi à la question des opportunités, au-delà de l'aspect financier, il y a évidemment l'aspect technologique, l'aspect dit transfert de technologie. Et là, je crois qu'il y a un intérêt, nous sommes en train d'y réfléchir, nous allons voir comment prendre cette question dans les 3 ans de négociations qui nous séparent de 2015, de dire, finalement, il y a une trentaine de technologies qui sont fondamentales si on veut lutter contre le changement climatique. On sait que quand on regarde les transports, l'agriculture, l'énergie, et quand on regarde l'énergie, on décompose, on sait qu'on n'échappera pas à trouver une solution qui permet, par exemple, de faire en sorte que les vaches émettent moins de méthane. Je parle des vaches, hein. Les chevaux, c'est autre chose. Bon, les vaches. Le charbon qui sera émis de toute façon par la Chine, par la Pologne, etc., même si, par l'Inde, même si on peut espérer qu'il change, il y aura du charbon qui sera émis. Que ce charbon soit le moins émetteur possible en termes de CO2, etc. etc. On sait qu'on ne trouvera pas la résolution du problème climatique en 2015 pour les décennies qui viennent si on ne passe pas par une vingtaine ou une trentaine de technologies qui changent la donne. Ça n'est pas le seul agenda. Il ne s'agit pas de dire la solution est dans la technologie, ne changeons rien d'autre. Mais on sait que c'est un élément obligé du passage. Et donc, comment fait-on pour travailler de manière coopérative sur ces 20 à 30 technologies clés pour notre avenir? C'est à la fois, c'est logique qu'il y ait un incentive pour qu'il y ait des gens qui trouvent ou qui déploient, et en même temps, il ne faut pas se retrouver bloqué par des problèmes de coûts, par des problèmes de droits de propriété, par des problèmes de licence, etc. Et donc, il y a à incorporer d'autres négociations, les négociations sur les médicaments, sur les brevets, les négociations commerciales, sur d'autres sujets. Il y a peut-être à incorporer des choses de ces négociations, des acquis de ces négociations dans la négociation climatique, de façon à ce qu'on réussisse à trouver le bon équilibre sur ces 20 à 30 technologies qui sont à la fois de marché et d'intérêt général, sur le bon équilibre entre le partage de la valeur ajoutée créée par ces technologies et le déploiement, le financement du coût du déploiement de ces technologies. Donc, que ce soit sur le plan financier, j'aurai d'autres exemples, mais je vais céder la parole, ou sur le plan des technologies, donc de l'économie concrète, nous essayons de donner corps à cet agenda de l'opportunité, cet agenda de la mobilisation de l'économie et des outils économiques au service du changement climatique et non pas contre le changement climatique, ce qui est aujourd'hui malheureusement encore trop souvent le cas. Merci beaucoup. J'aurais beaucoup d'autres questions que je voudrais vous poser, mais nous devons terminer à 6 heures pile précises, donc je veux donner la chance au public de poser des questions à présent. Alors, si vous pouvez lever la main, ceux et celles d'entre vous qui auraient des questions à poser à nos 2 intervenants d'aujourd'hui. Sinon, je continue à poser les questions. D'accord. Là-bas. Et s'il vous plaît, présentez-vous brièvement avant de poser la question. Que vous pouvez poser en français ou en anglais. Parfait, merci beaucoup. Je m'appelle Richard Yanda, je suis professeur invité à Sciences Po de l'Université McGill à Montréal. Je ne sais pas si je devrais poser la question en français ou en anglais. As you like. I'll put the question in English in part because it's provoked by the remarkable work that was done by the International
panel on climate change. And it's the following question. We seem to have a remarkable quantity of information now about the effects that we are having on the climate, but a great deal of difficulty incorporating that information back into the economy and making it part of economic decision-making. I take the thrust of the discussion today to be that there are opportunities and not just burdens in the incorporation of this information back into the economy. But I wonder if there's also, if I may put it this way, a technical question, a technical problem, which is to get sufficient signaling in the economy so that when we engage in transactions, we are actually accounting now for the effects of those transactions back onto the climate. And so I wonder very specifically whether we now have a capacity, given all of the information being generated, notably by the scientific community, to produce a kind of signaling mechanism that would allow us to take account of the effects of all of our transactions. Thank you. I think that's a very good question. I mean, what we really need is a system of accounting for our economic activities that takes into account all the negative externalities that current patterns of development are imposing. Of course, having said that, this is easier said than done because this requires enormous complexity in the accounting system that we came up for. Now, till such time as we have a perfect system, I think it's very important for us to come up with some indicators of the impacts that we are having through the actions that we are pursuing today. And the impacts of climate change are now very, very clear. We have made them explicit in the fourth assessment report, in the special report that we brought out a year and a half ago on extreme events and disasters. But somehow we have not been able to capture the imagination of decision makers. Now, one means by which we could do that and use the market is to place a price on carbon. And we said that very clearly in the IPCC fourth assessment report. Politically, that becomes a bit of a challenge because there are several sections of society that don't want anything that adds to the price of goods and services as they are. How to counter that? We will have to ensure that we tell people quite clearly the cost this is imposing on their health, the cost that it is imposing even in terms of economic output. If you look at the impacts of Superstorm Sandy, the estimate is that there was a loss of about $52 billion. It could be more. So I think the world is going to incur greater and greater cost in the future. Mention was made of the conferences that are going to take place in 2015. In the IPCC fourth assessment report, we have clearly stated that if we want to bring about least cost mitigation of climate change to see that temperature increase does not exceed 2 degrees Celsius, then carbon dioxide emissions should peak no later than 2015. That means we have just about 2 years, 2.5 years maybe, to see that emissions start reducing beyond that. While I have the mic, let me say something else. It is important for the developed countries to take the lead because this is there even in the UN Framework Convention on Climate Change. Otherwise, you cannot inspire, you cannot encourage, you cannot facilitate developing countries to start taking actions. And here may I say that what we have by way of space in the atmosphere is limited. And if we have to decarbonize it, if we have to reduce the concentration of greenhouse gases, then certainly very simple accounting tells us that someone has to reduce it more than others. And let me end by giving 2 quotations. One from George W. Bush,
since that seems to be the fashion today. And the other way, Gandhi, George W. Bush said, the American way of life is not up for negotiation, right? Gandhi said, you must live simply so that others can simply live. Okay? Thank you. Thank you. We do have 3 questions, one there, then here, and then over here. So maybe we'll take the 3 questions in a row. Oui, bonjour, Jacques Trainer, je suis physicien et enseignant à Sciences Po. Je voulais reprendre un élément qu'a donné François Gemène tout à l'heure, et qui est une formule qui me paraît pertinente, qui est de dire que finalement, nous ne croyons, alors nous, c'est à l'échelle mondiale, disons, nous ne croyons pas ce que nous savons. Nous savons qu'il y a ces dérives climatiques, nous n'y croyons pas puisque nous ne faisons rien. Si on regarde les émissions de CO2, tous les discours sont absolument transparents. Le seul moment où il y a eu une petite diminution des émissions de CO2, ça a été la crise. L'effet de la crise, qui s'est traduit par des dizaines de millions de chômeurs, etc. etc. C'est les seuls moments où l'humanité en tant que telle est capable de diminuer les émissions de CO2. Donc, ça m'amène à poser la question. On dit c'est les valeurs qui sont fondamentales, très bien, mais qu'est-ce qui fait qu'on change de valeur ? Et c'est pas simplement comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on change ? Et est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas mettre plus de réflexion là-dessus ? Pourquoi on ne croit pas ce qu'on sait ? Qu'est-ce qui fait que les valeurs changent ? Et du coup, on se trouve à regarder peut-être un petit peu plus dans le détail les événements catastrophiques. Parce que finalement, c'est à travers ça que souvent les valeurs changent. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est à travers des on espère qu'elles sont mini, mais que par une série de catastrophes, que finalement les valeurs vont peut-être changer et que les choses vont changer. Est-ce qu'on peut raisonner de façon linéaire comme ça en disant allez, finalement, nous sommes tous raisonnables, etc. Est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme de pensée quand on réfléchit à cette question-là ? Merci. On va prendre une deuxième question qui était ici, mademoiselle. Vous pouvez la parité dans les questions. Hello, my name is Jessica Zanke. I'm in my first years of master's degree in international relations and sustainable development. I was wondering, one of our teachers, Mr. Jean Jouzel, who I believe works with you, told us that the developing countries such as China were showing, quite a lot of voluntarism compared to, pretty much the Northern Hemisphere, very much present here for the last 50 years. And I wondered what was your advice on that question, because he said mainly, China, for example, said that they were willing to act within a 10-year frame, which is quite short compared to what we've done so far. So I wondered, what did you think on this, even regarding other countries such as Brazil, India, etc.? Thank you. And the third question, please. Merci, monsieur le conférencier. Je suis Aboulaye Keita, directeur général de l'électricité de Guinée. La façon dont les émissions de gaz à effet de serre continuent à contribuer au réchauffement climatique, il y a d'autres fléaux en Afrique, tels que les techniques culturelles extensives et les feux de brousse, qui continuent à dégrader l'environnement, à la déforestation. Quelles sont les dispositions concrètes prises au niveau des organisations environnementales dans le monde pour mettre fin à ça? Merci. So, 3 questions that are in some ways related. First, why don't we believe in what we know, and how can we shift values? Because it's probably not all about technological changes, but also about value changes. And how can that happen? A question about the time frame. You said that the peak of emissions needed to happen before 2015. That's in 2 years. And in a way, how did we lose this sense of urgency? It seemed to me that when we came to the Copenhagen conference, that was the last chance summit, the 11th hour summit, and then nothing happened, and we are now talking of a possible agreement that could come into force by 2020. We know that this will be too late. So why did we lose this sense of urgency, and how can we manage the time frame
of climate change and reconcile it possibly with the time frame of policy making. And finally, what is being done to address other reasons like intensive agriculture or forest fires in southern countries that also contribute to climate change? I don't know, you can either reply to the 3 questions or take 1 or 2. Je préviens tout de suite, j'ai épuisé mon stock de citations de George Bush. J'en connais encore une autre, mais elle n'a pas grand-chose à voir. C'est nos importations viennent de plus en plus de l'étranger. Bon, moi, je l'aime bien. On va faire le lien, mais c'est pas grave. Je vous soumets ça à votre réflexion. Sur la dernière question, effectivement, on est comment on définit l'équation. Pour moi, c'est les fameux 4 F en anglais. Pardon. Food, feed, fuel, forest. On ne sait pas aujourd'hui gérer l'alimentation humaine, l'alimentation animale à destination de l'alimentation humaine, les forêts et les biocarburants qui prennent une place croissante au sud. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et donc, quelles sont les solutions que nous avons trouvées pour essayer de régler ce problème, pour l'instant, de manière non négociée au niveau international, mais par la valeur de l'exemple. Par exemple, en Haïti, où j'ai été il y a quelques mois, on promeut, qui est vraiment un des cas d'école de la catastrophe écologique transformée en catastrophe civilisationnelle. La société s'est détruite en grande partie parce que le capital naturel sur lequel elle était assise a disparu en partie à cause de la déforestation. C'est par exemple de faire du gaz liquéfié avec des petites bonbonnes qui valent quelques dollars. Donc nous, on paye l'investissement, la bonbonne, et ensuite les Haïtiens achètent le gaz à des taux négociés, ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'aller chercher du bois de chauffe. Bon. La valeur carbone, enfin le gain carbone est important. Est-ce que c'est une solution généralisable? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on regarde aussi en Afrique, qu'on regarde un peu partout, cette histoire du gaz liquéfié en petites bonbonnes. Autre élément, l'agroécologie, pour vous donner comme ça des pistes sur lesquelles on travaille et qu'on met en œuvre. L'agroécologie, ça permet d'avoir des différents niveaux. En fait, si je reprends la ville, c'est de faire une agriculture verticale. C'est-à-dire d'avoir des arbres, mais une certaine forêt, et en dessous, la possibilité d'un niveau de plantation, et voire encore en dessous, un autre niveau de plantation. C'est le cas pour le café, par exemple, qui pousse très bien dans les forêts, alors que les plantations de monoculture de café sont en partie développées contre la forêt, alors que les deux peuvent tout à fait s'intégrer ensemble. Ça fait davantage de revenus, etc. Donc, il y a des solutions qu'on promeut. Et maintenant, l'enjeu, effectivement, c'est de les généraliser. Donc, je crois que c'est possible de trouver des équations. Encore faut-il que les gouvernements locaux poussent aussi et que les sociétés civiles poussent également au sud. Et là, on a des choix très concrets. On est en discussion, par exemple, avec le Sénégal sur est-ce que... Alors, le précédent gouvernement avait négocié avec la Chine et la Corée du Sud 2 très grosses centrales au charbon à côté de Dakar. Donc, il avait négocié au-dessus de la table et puis voilà. Le nouveau gouvernement arrive. Continue-t-il cet héritage ou pas? Et donc nous sommes en train de construire un plan B et de faire en sorte qu'à la place du charbon, soit en totalité, soit partiellement, on puisse faire des énergies renouvelables, on puisse faire du solaire, des éoliennes, de l'efficacité énergétique à travers les réseaux. Et ça, je crois que c'est très concret, d'essayer d'apporter, encore une fois, des choses qui montrent au gouvernement du Sud que l'on peut faire autrement, qui les aident à rejoindre les deux bouts entre leur plaidoyer international en faveur de la lutte contre le changement climatique et les choix d'investissement qu'ils font aujourd'hui. Donc je crois qu'on a quand même progressé. On est à un moment de l'histoire, sincèrement, où par exemple le déploiement des énergies renouvelables au Sud est vraiment faisable. Est vraiment faisable si on arrive à continuer à travailler un peu sur les modèles économiques. C'est des choses très simples. Les modèles financiers, ça fait qu'il faut une rentabilité autour de 7 ans. Si vous n'avez pas le retour sur investissement au bout de 7 ans, ça ne passe pas dans les modèles bancaires. Il se trouve que pour beaucoup aujourd'hui de renouvelables, c'est 10 ans. Bon, donc on attend, on reste comme ça, où on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait sur les 3 ans? Est-ce qu'on met un peu d'argent public? Est-ce qu'on travaille sur la rentabilité sur fonds propres? On travaille là-dessus et on fait passer à 7 ans et du coup, dans tous les modèles bancaires, ça rentre.
C'est des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on travaille. Et quand on aura fait ça, je pense qu'on est aujourd'hui en capacité technique de le déployer à un coût qui est soit équivalent aux fossiles, voire moins. Il y a des tas d'exemples où le diesel, le fuel, le groupe électrogène qui tourne, au sud, c'est quand même une source massive d'énergie, est infiniment plus cher que les renouvelables. Et donc, il y a une rationalité économique aussi à aller là-dedans. Mais il y a quelques points de blocage sur lesquels il faut travailler pour qu'on ne soit pas justement que dans le discours, mais qu'on soit dans le réel et faire changer les lignes pour de vrai. Sur le climate blues, moi, je l'ai vraiment vécu après Copenhague. On a bien vu en 2009, et d'ailleurs j'en suis un des bénéficiaires collatéraux, puisque si j'ai été élu au Parlement européen, c'est parce que la liste Europe Écologie a fait une très bon chiffre, qui était en partie lié justement à la montée en puissance de la conscience climatique et de l'attente vis-à-vis de Copenhague fin 2009. Et fin 2009, ça se retourne. C'est-à-dire, les gens se disent, bon, il y a le double effet, il y a la crise économique et l'échec de Copenhague. La crise économique, en 2008, bon, elle commence, elle sort médiatiquement, et elle se pose sur le registre de la crise systémique. C'est-à-dire, de quoi demain l'avenir sera fait si le modèle financier s'écroule, si les banques s'écroulent. Voilà, on est sur le système, sur l'ontologie. Et puis, l'argent public arrive, on ne va pas refaire cette histoire-là, on la connaît. Du coup, le système perdure, amendé à la marge, mais il perdure. Et on passe sur un registre, non plus d'ontologie, de qu'est-ce qu'il y a devant nous, mais de déclinaison individuelle de la crise, de ma situation, mon pouvoir d'achat, mon emploi, etc., avec l'explosion du chômage partout dans le monde. Donc on a un contexte qui, en 2008-2009, favorise les évolutions écologiques, et en 2009, avec l'échec de Copenhague, plus le déploiement de la crise, on a le contraire. C'est-à-dire qu'on a un recul très clair de la capacité d'action et la capacité médiatique. J'ai le sentiment, peut-être je me trompe, qu'il y a des signaux qui laissent à penser qu'on rebascule dans un nouveau cycle. Je pense qu'il ne faut pas idéaliser les dernières déclarations d'Obama, mais il en a quand même fait plus dans les 3 dernières semaines, au moins en termes d'identification politique et de portage politique de la question climatique, qu'il ne l'avait fait depuis 3 ans au moins. Donc, ça prouve qu'il peut y avoir quelque chose, qui se débloque là, notamment sur l'agenda des opportunités économiques auxquelles les Américains sont très attachés. Les Chinois ont pris des engagements importants dans leur plan quinquennal, s'il faisait référence. Maintenant, ils font aussi des choses totalement délirantes sur le plan climatique. Donc, qui va gagner au sein des nouvelles équipes du bureau politique et du Parti communiste chinois, là je suis preneur de vos analyses, parce que c'est vraiment une boîte noire, y compris pour la diplomatie française, je peux vous le dire, ce n'est pas un secret. Voilà, donc les valeurs, elles ne bougent pas toutes seules. Les valeurs, c'est un écosystème. Il y a les valeurs, l'intérêt et les normes. Et certains ne changeront jamais. Des gens qui continueront, voilà, mais ils le paieront très cher et ça nous permettra de dégager des marges de manœuvre pour faire autre chose. Et effectivement, la théorie des catastrophes, du puits, etc., ça a évidemment une valeur pédagogique. Mais moi, ma responsabilité politique, je considère que c'est de ne pas avoir à attendre les grandes catastrophes climatiques avant d'agir, parce que de toute façon, il sera trop tard pour agir. Et même si la catastrophe a une valeur pédagogique au moment où elle se produit, elle arrive trop tard pour générer les réactions politiques du système de manière de transition dans un cadre démocratique, pas l'oublier, pour résoudre le problème. Donc la pédagogie de la catastrophe, c'est vrai pour des micro-catastrophes, je dirais, mais pour quelque chose qui serait massif, ça viendrait trop tard, et c'est d'où l'importance vraiment d'agir maintenant, et d'où l'importance pour notre génération, de se mobiliser de façon à ne pas laisser cette responsabilité nous échapper, parce que c'est nous qui en serons partout dans le monde, pas nous en France seulement, nous partout dans le monde, les premières victimes. Merci beaucoup. Dr. Pachauri, shall we wait for disasters? Well, there is a lot of inertia in the system, including our minds. A very distinguished medical doctor told me just last week that in the last century, 20th century, 100 million lives were lost on account of consumption of tobacco. Now, for many, many years, we have known the impacts of consumption of tobacco.
in different forms on human health and therefore on human mortality. But still, I mean, tobacco consumption is actually going up in the world. So it's very difficult to explain why, even in the light of evidence, in the light of knowledge that human society has, we have such a huge amount of inertia that we would resist change for a long period of time. Now, in the case of climate change, I think the cost of delay and the extent of the impacts that we would suffer is going to be so large that we don't have too much of a window of opportunity. The window of opportunity is very, very small. And I think this is something that people must get to understand, whether it is through experiencing catastrophic situations or at least getting knowledge of them. I don't know whether we will react to this terrible prospect, but the time has come when all of us, and particularly those who are in the business of generating knowledge, have to inform everybody else. On the second question, the case of China, Brazil, India, you know, I think, as I mentioned earlier, the conditions under which development took place in those countries which are now prosperous was very different from what we have today. And I believe that in China and also gradually in India, we are getting to realize that we cannot ape the developed nations. We have to pursue a very different path. But just remember, each one of us has to act against advertising. You are exposed so much to the lure of consumption that for us to bring about a change which goes against this culture is not going to be easy. And that's where I would say that the developed countries also have to start taking some steps. Otherwise, you're not going to convince someone who has suddenly become rich in a developing country, and if you tell him not to consume as much, he'll say, why? I've got a lot of money now. I'm now in the middle class. Why should I not live like the middle class in the developed countries? So I think that's an important issue that somehow we have to face, and the developed world has to start taking some steps. On the third question about, for instance, burning of forest fires, emissions from agriculture, you know, there is this effort to promote REDD+ projects where essentially a country will be provided financial support for preventing destruction and damage to their forests. I think that's in the interests of the developing countries, because you know that forests and biodiversity provide a whole range of ecosystem services, which incidentally are most vital for the benefit of the poor. So through international support, through international encouragement, and a realization in the developing countries themselves, hopefully we can start moving in that direction. Also, may I say that some of the environmental problems that we have in the developing countries will only get exacerbated, will only get multiplied with the impacts of climate change. For instance, water scarcity will become much worse with the impacts of climate change. Health impacts will become much worse. So it is important for us to remember that climate change impacts are only going to add to the stresses, the problems we already have on account of environmental damage in the developing countries. Again, awareness and knowledge can make a difference in this regard. So I would once again turn to an institution like this. You have to go out into the world and tell everybody what the truth is, and perhaps people will then act in the right direction. Thank you. I'm afraid it is almost 6 p.m., so we're going to need to come to a conclusion. Before we conclude, I wanted to give a chance to each speaker to say a few concluding words, perhaps a concluding quote, if they wish so. Monsieur le ministre. Je ferai pas de. Enfin, je voudrais rebondir sur ce que
M. Pachori vient de dire sur les élections. Non pas pour faire la promotion, je ne suis pas en campagne, mais en démocratie, à un moment donné, c'est aussi les électeurs qui choisissent. Et comment on fait changer les valeurs, les politiques, c'est aussi en faisant en sorte qu'il y ait des messages qui viennent de la société civile et qu'il y ait des messages qui viennent du corps citoyen. Chacun prend ensuite ses responsabilités. Moi, je dirais que je me définis comme un idéaliste pragmatique. On a vraiment cet idéal devant nous qui est un défi extraordinaire. Peut-être le plus grand auquel l'humanité a été confrontée, puisque, encore une fois, c'est un moment unique dans l'histoire. Jamais nous n'avons eu à prendre en charge cette question du capital naturel de la planète dans toutes ses dimensions, et notamment dans la dimension climatique. Et cet idéal-là, d'essayer de régler cette question, c'est une étoile dans le ciel qui justifie que tous les matins je me lève et que je vienne ici et que je ne sois pas avec mes enfants, que j'aimerais voir plus souvent. Mais en même temps, voilà, je suis pragmatique parce que le grand soir qui fera que tout d'un coup on va trouver le grand accord qui fait que ça n'arrivera pas demain. Ça n'arrivera pas demain parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui empêche Obama de le faire même s'il voulait le faire. Parce que les Chinois et les Brésiliens sont dans une logique où ils diront jamais d'accord international contraignant parce que de toute façon ma constitution l'empêche ou parce que c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc il faut trouver les voies. C'est difficile, il faut trouver les voies. Et pour le faire, on a vraiment besoin de l'engagement de toutes les énergies et de toutes les intelligences. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici. Donc on compte sur vous. Merci. Dr. Pachori, a concluding thought. Well, I believe values will have to change, our behavior will have to change, and some of it will happen on account of market forces. I gave you the example of what happened with the oil price increase. I mean, I was living in the US, I was a doctoral student at that point of time, and I remember you could get only $3 or $5 of gasoline in your car, and you lined up at 5 o'clock in the morning so that as soon as the petrol pump, the gas station opened, you could get your $3 or $5 of. It changed the behavior of people, and people accepted it. If you go back to the period of the Depression in the US, I mean, there was a lot of sharing, people stopped wastage, and therefore I think there was a distinct change in values and human behavior at that point of time. Now, in our case today, as far as climate change is concerned, do we have to wait till we experience these difficulties and then change our lifestyles and behavior, or should we anticipate what's going to happen now that knowledge is available and treat that as an opportunity? And finally, as I said, the benefits of taking action in some of these areas is also added to by the sort of co-benefits that you get. You will get high levels of energy security, there will be much lower levels of pollution at the local level, and a range of other benefits. And if you ask me, this is an opportunity to improve the life and living standards of human beings across the globe. And I think if we were to understand that and treat it as a challenge and an opportunity, then perhaps we might get solutions in the future. And I'm glad that His Excellency the Minister mentioned that he's a pragmatic idealist. We cannot be either idealists or totally pragmatic. I think we need a combination of the two. And I'm glad that France has leaders like him. And if this kind of leadership extended to other parts of the world, then the future will be brighter. Thank you. Thank you very much. As for myself, I would like to salute the capacity of both speakers to be at the same time realistic about the signals that the climate is sending to us, and yet relatively optimistic and positive about our future. And even though I was born before each of you were, I guess that you certainly made me feel very old today. I would like to thank the organizers as well, Sciences Po Environnement, with the support of the Sustainable Development Center at Sciences Po. And please join me in thanking and applauding both speakers today. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you.